Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous. Bonjour à tous, vous êtes bien avec Benacaps. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, c'est la rentrée scolaire. Et avec moi, je fais de mon mieux pour aller creuser, pour aller chercher des personnes qui pourront aider nos enfants pour pouvoir réussir leur année scolaire. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un professeur de la religion protestante de l'école Athénée Royale de Boston, qui est le professeur Jeff Nkazi. J'espère que j'ai bien prononcé. Exactement. Sinon, comment vous allez? Je vais bien, merci. Dites-moi, par curiosité, on a eu un peu à parler de ce que vous faites et tout. Vous êtes professeur à l'Athénée Royale à Boston. Vous donnez aussi cours de musique. Et vous avez plusieurs casquettes en fait. Et en même temps, vous aidez aussi les enfants aux devoirs. D'où vous est venue cette envie juste de transmettre votre connaissance, de pouvoir aider les enfants aux devoirs? Merci pour la question. Je dirais que cette passion m'est venue depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, quand moi je faisais mes études secondaires au Congo, je n'avais pas eu un répétiteur, donc quelqu'un qui pouvait me suivre dans mes difficultés. Donc j'ai eu un répétiteur en première, deuxième secondaire, mais à partir de la troisième, je n'en avais plus. Donc jusqu'en mes sixième, j'ai eu à me batailler moi-même, surmonter mes difficultés. J'étais dans une école technique et alors à la fin, quand je suis parti au supérieur, je m'étais dit, dès que j'aurai fini mes études, ma préoccupation sera d'aider les élèves ou les enfants qui auront besoin d'un soutien scolaire. Vraiment, quelle bonne initiative. Déjà, pour pouvoir aider d'abord les parents, en tant que professeur, quelles sont les astuces que vous pourriez donner aux parents pour qu'ils puissent aider les enfants pour les devoirs à la maison? Ce que je donnerais plutôt comme astuce aux parents, c'est d'abord de s'assurer qu'eux-mêmes ils comprennent ce que l'enfant a comme difficulté. Parce que pour qu'un parent puisse aider un enfant qui a une certaine difficulté dans un cours, il doit lui-même connaître cette matière. Donc, ce que les parents, je conseillerais aux parents de faire avant d'aider un enfant, ils doivent s'assurer de comprendre ce que l'enfant a comme difficulté et surtout de lire le cours de l'enfant pour comprendre exactement ce qu'il faut expliquer à l'enfant. Donc, le parent doit devoir comprendre le cours avant d'expliquer à l'enfant. Exactement, c'est ce que je veux dire. Voilà. Si les parents lui-même ou eux-mêmes ne comprennent d'abord pas ce que l'enfant a comme difficulté, alors à mon avis, c'est difficile de pouvoir expliquer à l'enfant. Si on ne comprend pas, comment est-ce qu'on peut expliquer à l'autre? C'est pas possible. Bon, maintenant je suis parent, je ne comprends pas les cours, mon enfant est là, j'ai personne qui peut aider mon enfant. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il faut aller sur Internet? Est-ce qu'il y a des moyens que, en tant que parent, vous pourriez donner aux parents qui ont ces difficultés pour aider les enfants, qui n'ont pas encore trouvé des personnes compétentes pour pouvoir aider l'enfant? Qu'est-ce que le parent peut faire? Il peut envoyer l'enfant sur Internet ensemble aller chercher un peu l'explication sur le cours. Des petites astuces comme ça pour un peu aider les parents qui sont vraiment en difficulté. Oui et non. Ouais. Oui, parce qu'on peut trouver certaines explications sur Internet. Non, parce que ce n'est toujours pas fiable. Donc, ce que moi, je dirais plutôt aux enfants, aux parents, plutôt ce qu'ils doivent faire, c'est de pouvoir se renseigner sur Internet ou même au niveau des directions des écoles. Ils connaissent des centres de remédiation et des professeurs qui peuvent prendre en charge leurs enfants. Donc, s'adresser par exemple à la commune des Jettes. La commune des Jettes a tout un service qui aide les parents à pouvoir trouver une école de devoirs ou un répétiteur dans les environs. Donc, ce que les parents doivent faire, c'est renseigner auprès des administrations communales, par exemple, auprès des écoles et aussi sur Internet pour trouver des personnes compétentes. Dites-moi, par curiosité, je ne sais pas si c'est un peu une question discrète, vous avez fait quoi comme étude?
Moi, je fais les études d'ingénieur industriel en électricité. J'ai obtenu mon diplôme en ingénierie industrielle et après, je fais un bachelier en électromécanique, en sciences de l'ingénieur à la faculté polytechnique de l'Université libre de Bruxelles. Et j'ai un petit brevet à l'Institut, à l'école informatique de Bruxelles, parce que j'aime beaucoup. Je suis très cher ami avec l'informatique. Donc je ne m'en sépare jamais. Et après, je fais un master en théologie parce que j'aime bien la théologie. C'est ce qui m'a conduit à donner des cours de religion protestante. Et aussi, je suis un peu bricolaire. Trop même bricolaire. Et B, je ne sais pas. Donc vous avez vraiment un bagage intellectuel bien chargé, quoi, bien rempli. Vous savez, depuis mon enfance, moi, les études, c'est comme si, les études pour moi, c'était comme si je cherchais à manger. On aime manger tous les jours. Et moi, je me disais, bon, en fait, je suis né d'une famille où mon père a plusieurs diplômes. Et mes sœurs en ont plusieurs. Je suis né d'une famille de 12 enfants. Et donc, tous, en tout cas notre dernière vient d'avoir son diplôme de médecine et moi je me disais je dois avoir plusieurs diplômes comme mon père. Donc pour nous à la maison, papa c'était études. S'il faut que vous ne mangez pas, vous ne mangerez pas, mais il faut payer le Minerval. Et donc les études pour moi, même jusqu'à maintenant, je continue d'étudier parce que je fais un doctorat en théologie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tout ça, là, ça vous a pris combien de temps? Il y a pas mal de... Je suis perdue, là. Ça vous a pris combien de temps de faire tous les diplômes que vous avez? Vous avez mis combien de temps? Je suis à ma 16e année. Pour avoir tous ces diplômes, je suis à ma 16e année d'études, je précise, secondaires et supérieures. Ça fait 16 ans que j'étudie. Avec toutes les études que vous avez eu à faire, comment peut-on organiser son emploi du temps? Surtout les enfants. Moi, en tant que parent, quand les parents vont déjà au travail, les temps qu'ils arrivent à la maison, les enfants quand ils arrivent, les temps qu'ils mangent, s'il y a le sport, les temps qu'ils aillent au sport, les temps qu'ils fassent les devoirs, les temps qu'ils aillent dormir, les temps qu'ils aillent sur Internet. Comment peut-on organiser son emploi du temps pour aider l'enfant à mieux se sentir pendant le temps de devoir, mieux se concentrer aussi, parce que c'est quand même après l'école, c'est lourd. Comment peut-on organiser cette reste de la soirée pour que l'enfant se sente bien et ait le temps et la possibilité d'étudier? Ce que moi je conseille la plupart aux enfants que je prends en charge pour des cours de rémédiation, je dis, quand je parle avec leurs parents, je demande généralement aux parents, je leur dis que la seule manière de pouvoir bien s'organiser pour pouvoir aider leurs enfants, c'est quand l'enfant revient de l'école, il doit manger, il doit se reposer d'abord. Et le parent doit trouver par rapport à son emploi du temps, par rapport à ce qu'il a à faire, un temps pour s'occuper de l'enfant. Et l'enfant lui-même doit se dire tout simplement que je mange, je me donne 1 heure, 2 heures de pause et je dois avoir au moins minimum 2 heures de travail. Et ça, c'est un peu délicat parce que chaque parent peut l'organiser à sa manière. Mais du moins, du côté de l'enfant, il doit pouvoir après l'école manger, se reposer et se mettre au travail, pas manger, se reposer et puis aller sur Internet. Voilà. D'accord. Mais à l'école, ils ont déjà passé pour moi 7 heures. Et à la maison, combien de temps maximum que l'enfant peut encore se concentrer? Parce que c'est vrai qu'après l'école, il y a un moment, ils ont un peu envie de respirer, il y a les devoirs et tout, ils doivent encore étudier après l'école. Mais maintenant, combien de temps l'enfant peut encore se concentrer, étudier après l'école, en oubliant qu'il doit encore dormir tôt, parce que demain, il y a école. Donc, si l'enfant est à la maison, l'école finit plus ou moins 3h30, disons à 4h, mettons 5 heures que les enfants sont à la maison, le temps de manger, le temps de se reposer un peu, il est presque 19h. Combien de temps l'enfant peut prendre pour étudier et disons, aller se coucher pour que demain, ils soient en pleine forme pour aller à l'école? Je conseille toujours à mes élèves de pouvoir travailler à la maison maximum, s'ils en ont vraiment la force, 2 heures. Professeur, c'est pas beaucoup là, 2 heures après l'école?
J'ai dit maximum parce que le minimum, c'est 1 heure. L'enfant peut revoir ses cours parce que généralement, j'ai eu l'expérience de voir un enfant qui a déjà été toute la journée à l'école. Généralement, à l'école, dans la plupart des écoles, les cours se terminent vers 3h30, 4h, le temps que l'enfant rentre à la maison et le temps qu'il doit faire ses devoirs. Bon, pour les enfants qui restent, par exemple, à l'école, travailler dans les écoles de devoirs, par exemple, et quand ils rentrent à la maison, ben, ils n'ont qu'à manger, puis se reposer, et puis repartir le lendemain. Mais ceux-là qui rentrent directement après l'école, ils rentrent à la maison, ils doivent minimum 1 heure pour revoir leur cours. Parce que nos enfants échouent la majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'ils étudient mal à la maison. Ils sont plus pressés à pouvoir aller sur leur smartphone que de réviser leurs cours. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est de prendre au moins de se donner minimum 1 heure pour pouvoir revoir leurs cours, leurs leçons. Donc, vous dites minimum 1 heure, maximum 2 heures, oui. Le temps d'étudier. Et qu'est-ce qui fait que nos enfants ratent souvent à l'école? Parce que vous avez soulevé vous avez dit parce qu'ils sont pressés d'aller sur leur téléphone, Internet et tout. Mais je sais, il y a de ceux aussi qui ne vont pas sur Internet et tout. Mais qu'est-ce qui fait, vous, en tant que professeur, qu'avez-vous remarqué qui fait cet handicap chez nos enfants qui ratent souvent à l'école? Je vais dire particulièrement ce que j'ai remarqué, parce que là où j'enseigne, j'ai quand même pas mal beaucoup d'élèves aussi d'origine africaine. Ce que j'ai remarqué, la cause, c'est parmi les causes, il y a au moins une que moi je place en premier lieu, c'est que nos enfants ne posent pas de questions à l'école. Je l'ai remarqué même quand moi-même je donne cours, alors tu poses la question, avez-vous compris? Tout le monde dit oui. Mais en fait, en réalité, il n'a pas compris. Mais généralement, ils ont peur de dire « je n'ai pas compris » parce que les amis vont le trouver nul. Alors, ils préfèrent garder ses lacunes, ne pas poser de questions. Donc, n'ayant pas compris, les professeurs continuent sa leçon. Donc, quand l'enfant arrive à la maison, déjà en classe, il n'avait pas compris la matière. Quand il arrive à la maison, revoir, ça sera tout un problème pour qu'il puisse le comprendre. Donc, ça, c'est l'une des raisons que moi, j'encourage mes élèves, je leur dis, posez toute question est bonne à poser. Il n'y a pas de bêtes questions, mais il n'y a que de bêtes élèves qui ne posent pas de questions. Voilà. C'est dû à notre culture qu'ils ont du mal à poser des questions parce que si vous dites que nos enfants à nous, donc c'est quelque chose qui se fait chez nos enfants que vous avez remarqué. Est-ce que c'est à cause de notre culture, notre façon de les éduquer? C'est dû à quoi? Pourquoi on a du mal à avoir... Parce que pour pouvoir poser des questions, bon, il faut avoir d'abord l'esprit ouvert et se sentir être en confiance soi-même pour pouvoir poser la question. Maintenant, ce problème, ce lacune, que nos enfants n'aient pas posé des questions, c'est dû à quoi? C'est dû à l'éducation, notre culture, c'est quoi? Non, je ne pense pas que ce soit lié à notre culture, à l'éducation, mais c'est plus par rapport au milieu que les enfants fréquentent. En fait, leurs amis d'école. Nos enfants, moi, je dis toujours à mes élèves, la peau noire ne signifie pas inférieure. Donc, moi, j'ai des élèves européens, j'ai des élèves à Arlon où j'enseigne. Il y a des élèves des luxembourgeois, des français, des différentes nationalités. Alors, je dis, nos enfants africains sont intelligents. Ça, je l'ai remarqué. Ils sont même plus je ne veux pas blesser certains parents européens, mais nos enfants sont intelligents. Oui. Mais leur seul problème, c'est que tout simplement, ils ont peur de se lancer. Je ne comprends pas. J'ai peur de poser la question parce que mes amis vont me trouver bête et à la récré, ils vont se moquer de moi. Voilà les seuls obstacles que nos enfants ont généralement. Alors moi, je leur dis, posez, même si la question n'a rien à voir avec le cours, mais le prof est là pour y répondre. Et c'est seulement comme cela que vous serez en mesure de surmonter vos difficultés. Et c'est un complexe de, je ne sais pas si je dois accentuer, de couleur de peau, ou c'est un complexe que nos enfants ont déjà remarqué chez nos parents. Peut-être l'enfant ne suit que ce qu'il a vu. Voilà. Donc, le fait d'avoir vu aussi chez les parents ne pas oser, ne pas parler,
et aussi se disent que pourquoi devrais-je parler, pourquoi devrais-je poser toutes ces questions. C'est complexe-là, c'est héréditaire, si je peux le dire comme ça. Est-ce que c'est héréditaire? Parce que nous avons aussi des enfants qui sont nés ici. Exact. Voilà, qui ont des amis d'ici. Donc, je ne pense pas qu'ils ont encore cette mentalité-là de pouvoir avoir ce... Ou bien ils n'ont pas ce complexe-là de pouvoir poser des questions parce qu'ils ont grandi avec des enfants ici, ils ont un esprit ouvert. Ou bien, c'est peut-être, je pourrais dire l'éducation, le milieu, parce que c'est les parents qui, deux fois, à cause de l'éducation qui est donnée à la maison, malgré que l'enfant est avec ceux d'ici, que l'enfant se retrouve avec ce qu'il a vu avec ses parents. Ce côté bloqué pour ne pas poser des questions. Je le dirais en deux temps. Je vais faire la différence. Parce qu'il y a, comme vous venez de le dire, nous avons nos enfants qui sont nés ici. Ces enfants-là sont beaucoup plus ouverts. Aussi, si vous remarquez, bon, c'est que moi j'ai fait comme constat, la plupart de nos enfants très ouverts, ben, en fait sont aussi ouverts avec les parents, ou je dirais plutôt ont des enfants très ouverts, des parents, pardon, qui dialoguent, en fait, qui parlent de tout et de rien avec leurs enfants. Vous savez, avec notre culture africaine, chez nous, il y a beaucoup trop de tabous. Hein. Ça, on ne peut pas dire avec l'enfant, on ne sait pas dire, mais la majorité des parents qui sont ouverts avec leurs enfants leur ouvrent aussi l'esprit, un esprit critique de pouvoir poser toutes les questions à l'école. J'ai vu cela à l'école où j'enseigne. Mais aussi, il y a en deuxième temps, en second lieu, des enfants qui viennent d'Afrique. Mais eux, ils sont beaucoup plus fermés. En fait, ils ont peur d'oser poser la question. Ou dans un autre registre, soit si le professeur n'est pas aussi très flexible avec les élèves, ça risque de poser un problème. Moi, je l'ai eu en cinquième, quand j'étais en cinquième secondaire, j'avais un professeur de mathématiques. J'aimais les mathématiques, mais il m'avait donné le dégoût des mathématiques. Ces profs, quand il entrait, il prenait sa craie, il parlait au tableau. On l'avait même surnommé les profs parlant au tableau, parce qu'il ne nous laissait pas l'occasion de poser de questions. Donc, quand il donnait son cours, vous imaginez, c'est mathématiques, cinquième technique, hein. C'était pas de mathématiques, c'était des mathématiques difficiles. Et quand il parlait, ben, moi un jour je n'avais pas compris. Alors j'ai demandé, j'ai levé ma main, puis j'ai dit, monsieur, j'ai une question. Il m'a demandé, ben, poser ma question. J'ai posé ma question, on était en train d'étudier un chapitre sur les dérivés. Alors j'ai posé ma question et il s'est retourné, il m'a dit tout simplement, tu es bête, tu comprendras après avoir échoué. Et puis il s'est retourné, il a commencé à donner cours, à continuer son cours. Donc ça m'avait donné un dégoût de mathématiques et j'étais très stressé. Dès que ce prof entrait en classe, moi, je ne savais plus suivre. Donc toute l'année, je n'ai fait qu'échouer en mathématiques jusqu'à la fin de l'année. Et je n'ai pas honte de le dire, sur 250 points en mathématiques en cinquième des humanités, c'était en 1980, je ne me rappelle même plus, 92, et bien j'avais fait 25 sur 250. La totale en fin de l'année. Mais parce que ces profs m'avaient terrorisé. En fait, il y a des profs comme ça. Bon, je ne dis pas que nos professeurs d'ici sont comme cela, mais un prof qui n'est pas très ouvert, aussi très flexible avec les élèves, peut constituer un obstacle pour les élèves afin de pouvoir poser des questions. Donc, il y a aussi nos enfants qui échouent à cause de professeurs. Oui, exactement. Un prof qui ne dispense pas bien son cours, qui ne donne pas l'occasion à ses élèves, qui ne s'assure plutôt pas que ses élèves ont bien compris, alors il peut être un obstacle à l'échec, plutôt un élément d'échec pour les élèves. Vous êtes professeur avec plusieurs casquettes de religion, de piano, de chant. Donc lui-même il chante aussi. Donc il est blindé quoi. Il fait tous les casquettes. Mais et aussi vous occupez du devoir des enfants. Pourquoi cette envie? C'est vrai que vous voulez faire partager votre connaissance et tout. Disposer de votre temps pour vraiment aider les enfants. Pourquoi le faire? Pour quel but? Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Moi, ce que je gagne en retour, juste une fierté en moi-même de voir que les enfants ont réussi. Parce qu'en fait, je suis un fervent combattant de l'échec scolaire. Donc cette envie, c'est tout simplement, je le fais tout simplement parce que je n'aime pas voir les enfants échouer. Nous, on n'a pas eu cette grâce-là d'avoir des répétiteurs. On échouait parce qu'on n'avait personne pour répéter les cours avec nous. Alors moi, j'avais dit, mon cheval de bataille, ça sera l'échec scolaire. Aider les élèves, aider nos enfants à réussir.
Et pour tous les parents qui veulent aussi, à ce que vous puissiez aider leurs enfants qui sont intéressés, comment ils doivent faire pour vous contacter pour que vous puissiez aussi aider les enfants? Ben, les parents qui souhaiteraient obtenir un soutien scolaire de ma part, ils peuvent bien sûr me contacter sur mon numéro de téléphone que je n'ai pas dit privé. C'est le 0487 59 17 94. Ou sinon, ils peuvent directement me voir à l'Église internationale de Bruxelles sur 45-47 rue Etenove à Aget. Voilà, il a dit à l'église EIB, parce que certaines personnes, quand on dit église, ils disent non, moi je ne suis pas de telle église ou quoi. Non, tout le monde est les bienvenus. Donc vous tous, en tant que parents, si vous avez envie à ce qu'ils puissent aider vos enfants à des devoirs, vous pouvez toujours venir à EIB. C'est le samedi à partir de quelle heure? Samedi, je suis à l'EIB à partir de 8 h du matin jusqu'à 20 h. Ben voilà, il est disponible de 8 h à 20 h. Pour vous tous parents qui avez des enfants en difficulté, il serait mieux de commencer déjà maintenant. Ce n'est pas qu'au milieu de l'année, quand l'enfant ne s'en sort pas avec des bulletins catastrophiques, que vous dites « Oh c'est court, je dois trouver un professeur ». Non, il faut déjà commencer la guerre maintenant. Donc la bataille, il faut déjà commencer maintenant. Il faut bien se préparer pour être victorieux plus tard. Donc, maintenant, allez-y déjà à EIB le samedi de 8 h à 20 h, le professeur est là. Allez inscrire votre enfant et vous allez, et pour, en fait, les parents, ils doivent déposer les enfants à EIB ou bien vous pouvez aussi le faire à domicile. La majorité des enfants que j'ai plutôt, je préfère utiliser les locaux de l'Église internationale de Bruxelles parce que j'ai tous les matériels sur place. Mais il est arrivé cette année, par exemple, l'année scolaire qui vient de se terminer, j'ai eu des enfants que je prenais en charge, mais à domicile. Oui, chez eux. Mais là, c'est toujours quand je vois que le temps me permet, j'essaie de m'organiser avec le parent et je le fais. Mais dans 90% des cas, c'est dans le local de l'Église internationale de Bruxelles. Mais il y a aussi possibilité de le faire à domicile. Bien sûr, il y a possibilité. D'accord. Ah ben voilà, il y a encore une chance que vous êtes offert de pouvoir... le professeur peut aussi se déplacer à domicile pour aider vos enfants pour les devoirs. Voilà, professeur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire, encourager nos enfants ou les parents, un mot de la fin. Oui, je dirais seulement un mot aux parents. N'attendez pas les milieux de l'année scolaire pour chercher de l'aide. Ça risque d'être trop tard. Je l'ai déjà vécu. Donc, moi, j'ai des élèves il y a par exemple un élève qui vient, 4 élèves qui viennent passer en 5e, de passer en 5e, 3e et 4e, que je prends depuis leur première secondaire. Donc, n'attendez pas la fin de l'année, vers la fin de l'année ou le milieu de l'année scolaire pour chercher un soutien scolaire. Plus tôt vous vous y prenez, plus tôt l'enfant sera pris en charge. Parce que moi, mon travail, c'est que j'ai 3 objectifs. Réviser, préparer, anticiper. Je revois avec les élèves ce qu'ils ont appris en classe, donc notamment dans les mathématiques, physique, chimie, électricité, mécanique, comme c'est mon domaine. Et puis, je les prépare aussi par rapport aux tests, le contrôle, l'interrogation. Et puis, j'anticipe aussi par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir. Donc, parents, n'attendez pas les milieux, prenez-vous à temps dès le début de l'année. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Benakeps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme le professeur Jeff Nkazi venait de le dire, parents anticipés. Il ne faut pas attendre à la fin de l'année, il faut commencer dès maintenant, dès les débuts. Il est là disponible pour vous à l'église EIB le samedi de 8 h à 20 h. Je sais qu'il y a des parents qui disent « Oh non, c'est loin, il faut arriver là-bas. » Non, il faut avoir une détermination, il faut aller puiser toute l'énergie qu'il faut pour que nos enfants puissent réussir. La raison pour laquelle Benakeps va à la recherche de tous les professeurs qui sont là pour pouvoir aider nos enfants à réussir leur année scolaire. N'ayez pas peur. Ego Simba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Au revoir. Bonjour, vous êtes bien chez Benakeps. Benakeps est là pour vous.